dans cette conférence en ligne, voilà, organisée par M3 Finance et dont j'ai eu le privilège d'être le modérateur. Nous sommes ici ce soir avec Sally et Audrey, deux professionnels du domaine de la correspondance bancaire qui ont bien voulu accepter de partager avec nous ce soir leur large expérience du secteur. Alors, on va se présenter. On va se présenter. Moi, presque tout le monde me connaît. On sait que c'est Patrice, le fondateur de M3 Finance. Voilà, donc on va passer la parole à Audrey. Audrey, on commence par toi. Tu vas te présenter et permettre à nos auditeurs de découvrir en fait qui est derrière ce professionnel dont je parle depuis bien longtemps. Merci Audrey. Tu as la parole. Merci Patrice, bonsoir à tous. Je suis Audrey Gala, responsable de la correspondance bancaire chez Société Générale Côte d'Ivoire depuis un peu plus d'un an, on va dire 1 an, 4 mois. Mais avant Société Générale, j'étais à Ecobank. Donc, j'ai débuté ma carrière bancaire, on va dire, à Ecobank Côte d'Ivoire en 2017. Donc, d'abord en tant que contrôleur des opérations, donc contrôleur permanent. Donc, je travaillais justement sur les comptes de correspondants, donc on appelle les nostros, donc nos comptes chez les correspondants bancaires. Donc, c'est ce que je faisais au départ et après. J'ai vu une opportunité sur le FA Africa Desk, donc chez EcoBank, qui est un desk Afrique qui centralise tout ce qui est relation avec les correspondants bancaires pour les 33 filiales du groupe. Donc, ça m'a intéressé vu que déjà, je voyais les, 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 les banques étrangères sous un taux tank, donc sur le back-office. Donc, je voulais voir sur le front-office. Donc, c'est comme ça que j'ai postulé. Et j'ai fait 5 ans sur le FA Africa Desk. Donc, voilà. Ça, c'est ma carrière en banque. Avant ça, j'ai fait des entreprises comme Move, Côte d'Ivoire, Énergie. Donc, Effectivement. brièvement, Effectivement, c'est on voit très rapidement que tu es passionné par ton domaine et que tu as une expérience assez variée. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur ton parcours au besoin. Alors, Sally, la parole est à toi. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Bonsoir, Donc, je Sally. suis Sally, la responsable du bureau Odo BHF pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, basée à Abidjan, un poste que j'occupe depuis bientôt 2 ans. Donc, j'ai rejoint le groupe Odo BHF en novembre 2022 pour ouvrir le bureau sur la région Afrique de l'Ouest et centrale. Avant ce poste, j'ai fait 5 ans à Citibank où je m'occupais déjà de la correspondance bancaire sur la région Afrique de l'Ouest et centrale. Que j'ai rejoint en octobre 2018. Précédemment à ça, j'ai travaillé à NCA en 2015, donc à la fin de mes études, à la salle de marché. Donc, on va dire que c'était ma première entrée en banque en tant qu'emploi en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait mon stage de fin d'études à NCA et j'étais à la trésorerie assistante du trader. Et au bout d'1 an, je suis passée à UBA, où j'étais chargée d'affaires pour le secteur des institutions financières, donc programme de développement, correspondance bancaire et tout ce qui est ministère. Donc aujourd'hui, on va dire, j'accumule à peu près 10 ans d'expérience bancaire sur le territoire ivoirien. C'est parfait. Ta couverture, elle couvre combien de pays en ce moment? Aujourd'hui, je suis à 12 pays, donc allant du Sénégal jusqu'à la RDC. Ça fait un sacré portefeuille qui, Tout voilà, à qui ne fait. manquera pas d'apporter une substance nécessaire à nos amis de la RDC, de l'Afrique centrale qui suivent ce webinaire. Merci. Alors, le thème de cette conférence aujourd'hui, c'est le rôle de la correspondance bancaire dans le financement du commerce international ou du trade finance. Donc, un thème qui intéresse plus d'un, étant donné on va dire, la multiplication des transactions entre les différents pays, on va dire, la globalisation du monde, des opérations de plus en plus fréquentes entre les différents pays, entre les différentes parties du monde, on va dire. Donc aujourd'hui, ce thème, il est d'actualité. Il est d'actualité dans la mesure où c'est ce que nous vivons et il y a bien de personnes qui voudraient en savoir davantage sur ce que nous faisons. Donc, on a voulu, à travers cette lucane-là, leur permettre de comprendre un peu en profondeur de quoi est-ce qu'il s'agit. Lorsqu'on parle de la correspondance bancaire, en quoi consiste cette activité? De façon très simple. On va parler, on va accorder le micro à Audrey. Audrey commence et puis
Sally, tu pourras apporter ta contribution. Audrey, vas-y. D'accord, merci Patrice. Donc, quand on parle correspondance bancaire, c'est un terme assez large. Donc, on va dire qu'il regroupe tout type de business que deux banques peuvent faire. Mais de manière très simple, on va dire, bon, on prend un exemple. Par exemple, une banque ne peut pas être présente dans tous les pays et sur tous les continents. Donc, cette banque-là aura besoin d'autres banques qui sont, elles, présentes sur le continent, donc ces correspondants bancaires, pour pouvoir faire certains types de services. Donc, par exemple, la banque en question va ouvrir des comptes en monnaie locale. Par exemple, une banque ici, dans la zone UEMOA, va ouvrir un compte, par exemple, en France, chez une banque en France, en monnaie locale, donc qui est l'euro là-bas, pour pouvoir faire cette transaction. Donc, un client lambda, par exemple, qui vient et qui veut euh, euh, envoyer de l'argent à son fils qui étudie, par exemple, en France, lui, il va remplir son bordereau de paiement, enfin, de virement qu'il va déposer, mais par derrière, la banque ici, locale, va utiliser son correspondant bancaire qui est en Europe pour pouvoir faire la transaction. Donc, ça, c'est un point de la correspondance bancaire. Après, on aura tout type de business qu'on peut faire entre deux banques, enfin, il y aura du trade finance et tout ça. Donc, globalement, pour faire simple, c'est tout type de business que deux banques peuvent s'apporter. Alors, donc, si je comprends bien, la correspondance bancaire, ce n'est rien d'autre que les relations, qu'elles soient commerciales, financières, qui existent entre deux banques. Deux banques, c'est ça. Tout D'accord. à fait. Alors, On Sally, peut, qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à ce qu'on vient de dire? En fait, on peut juste simplifier en disant que la correspondance bancaire, c'est le pont entre une banque locale et le reste du monde. Moi, c'est comme ça que je le simplifie. C'est l'ouverture, en fait, qu'une banque locale peut avoir sur le reste du monde. Et comme Audrey l'a dit, ça s'exprime par plusieurs types de transactions. Très bien, très bien, très bien. Alors, ce qui nous permet d'aborder le second aspect de cette question. Donc, du coup, qui sont vos clients? Enfin, commence, salut, moi. Oui, Sally va continuer. On va avec Sally. Sally, qui sont vos clients? Qui sont les clients des correspondants bancaires? Donc, nos clients aujourd'hui, pour la plupart, sont des banques commerciales. On va dire que c'est notre portefeuille client est composé de banques commerciales. Parce que le premier rôle d'une banque correspondante aujourd'hui, c'est de mettre à disposition des comptes en devises pour faciliter les transferts. Donc, on a les banques commerciales, donc comptes en devises pour les transferts, des lignes de trade finance pour les assister lorsqu'il y a des importations de biens et services d'équipement de leurs clients. On peut avoir d'autres partenaires locaux qui peuvent être des corporates dans un certain pan de l'activité lorsqu'on rentre dans du financement un peu plus structuré ou des États. Alors, j'ai noté, vos clients sont principalement les banques et les produits que vous offrez dans un premier temps les comptes en devises. OK? Et par la suite, vous intervenez au niveau des lignes trade. Alors, précisément par rapport aux comptes en devises, qu'est-ce que, je veux dire, pour un profane, pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi on parle, en quoi est-ce que c'est important d'avoir un compte en devise? Quelle est l'utilité, quelle est la valeur ajoutée de ces instruments-là? C'est quoi en fait? D'accord. Comme Audrey l'a dit tout à l'heure, elle donnait l'exemple d'un transfert, hein. Je vais utiliser ce même exemple-là. On a le cas où une personne physique ou une entreprise doit faire un transfert, donc un virement à l'étranger, que ce soit en euros ou en dollars. Pour une personne, ça peut être un transfert pour ses enfants qui sont à l'étranger, payer une scolarité ou des frais de loyer. Pour une entreprise, ça peut être régler des fournisseurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une zone qui est la zone franc CFA. Donc, lorsque le fournisseur est en Europe ou aux États-Unis, le transfert doit se faire dans cette monnaie étrangère. Pour que la banque puisse effectuer ce transfert dans cette monnaie étrangère, il faut qu'elle ait un compte
pense qu'on a un léger problème avec la connexion de Sally. D'accord. Donc, OK. Audrey, c'est bon. voilà, tu peux prendre Voilà. le fond. Donc, comme elle disait, pour que le transfert se fasse, il faut qu'en fait, la banque commerciale en question, qui est dans la zone UEMOA ici, ait un compte en monnaie étrangère, donc en devise, on va dire. Donc, si par exemple le transfert doit se faire au Canada, il faut qu'elle ait un compte en dollars canadiens. Et pour ce faire, il faut qu'elle ouvre un compte chez un de ses correspondants qui est basé localement au Canada. Donc, ça sera tout type de banque. Il y a plusieurs banques au Canada, Royal Bank, tout ce que vous voulez. Donc, il faut que la banque commerciale ait un compte en monnaie étrangère, donc en devise, pour pouvoir faire son transfert. Donc, typiquement, c'est comme ça que ça se passe en termes de transfert, en fait. D'accord. Donc, ici, Et je le comprends client que, lambda le client lambda, lui, c'est pas forcément que lui, sa banque passera par un correspondant, mais par derrière, la banque locale ici a besoin d'avoir des correspondants en monnaie étrangère, donc par exemple en yens, en dollars, tout ce que vous voulez, même en dirhams et tout, pour pouvoir faire ces transferts à l'étranger. d'accord. Donc, je vais essayer de réformuler ou voilà, pour que vous puissiez bien préciser, en fait. Donc, pour un parent qui est en Côte d'Ivoire, qui veut Mhm, envoyer, par exemple, de l'argent à son fils qui est au Canada, OK, il mhm, passe par une banque locale pour faire le transfert. La banque mhm. locale, pour que le transfert puisse avoir lieu, doit, elle, avoir un compte en devise, en dollars canadiens. Mais ce C'est ça. compte-là, il est logé où? Voilà, donc par exemple, on prend la devise enfin, du dollar canadien. Donc, tous les pays enfin, dans lesquels euh, on a besoin de dollars canadiens, par exemple, la banque commerciale va choisir un pays, par exemple, par exemple le Canada, pour pouvoir ouvrir son compte. Et lorsque le client lambda ici va remplir son bordereau de virement, lorsqu'il dépose, la banque, enfin, les opérations de la banque passeront des écritures donc via Swift. On va y revenir par la suite. Donc, Swift qui est un canal de communication entre les banques. Donc, chaque banque a un code Swift particulier. Donc, voilà. Donc, à travers Swift, les banques vont communiquer. Et par exemple, la banque commerciale enverra un Swift à son correspondant pour dire merci, par exemple, de débiter mon compte qui est chez toi de ce montant-là, de par exemple 1000 dollars, pour pouvoir créditer le compte de son enfant des 1000 dollars. C'est un peu comme ça que ça se passe. D'accord, très bien. Je ne sais pas si Sally est là, mais sinon, voilà, on va continuer. Donc, on comprend clairement que pour que le paiement de la scolarité de l'enfant ait lieu, il faut que la banque locale ici ait un correspondant avec qui elle a ouvert un compte en dollars canadiens. Et c'est ce C'est ça. compte-là qui sera débité pour le paiement de la scolarité de l'étudiant canadien. Alors là, C'est c'est ça. très intéressant, c'est très intéressant. Et c'est pareil pour les entreprises. Une entreprise qui veut faire des Exactement. achats, vas-y. Par exemple, pour une entreprise lambda qui veut peut-être régler ses fournisseurs, qui veut faire des virements et tout, cette entreprise-là, localement, va remplir son bordereau de virement, son ordre de virement, voilà, va déposer pour dire merci de débiter moi mon compte pour régler mon fournisseur qui est par exemple aux États-Unis. Donc, ça sera pareil. La banque locale aura un compte en dollars américains, peut-être enfin, une banque en Amérique. Donc, pour lui dire, débite mon compte qui est chez toi, pouvoir créditer le compte du fournisseur sous ordre de notre client local ici. D'accord. Ça m'amène à poser une question qui est un peu technique. Comment la banque locale ici alimente son compte qui est au Canada? Comment ça se passe? Voilà, ça se passe, enfin, c'est des approvisionnements de compte, on va dire. C'est typique, c'est par Swift également. C'est par Swift. Donc, par exemple, c'est comme un client lambda ici qui a un compte, je ne sais pas moi, chez une banque locale ici, qui va approvisionner son compte soit par des dépôts, soit par des virements. Donc, par exemple, enfin, dans chaque banque, il y a un département de trésorerie. Donc, eux, ils sont chargés en fait de faire tout ce qui est virement en devise. Donc, lorsqu'ils sentent, par exemple, que leur compte est en train enfin, de, enfin, le, comment dire, l'argent sur leur compte est en train de diminuer, ils vont faire des virements, soit d'un compte lambda qu'ils ont
ouvert le compte, soit localement ici, par exemple, par la BCAO, ça dépend. Donc, ça Donc, sera des approvisionnements de comptes comme ce que les clients physiques font, c'est pareil. donc, si je comprends bien, il s'agit de faire un monitoring au niveau de la banque. Elle regarde, par exemple, par rapport à sa couverture, par rapport à ses opérations, par rapport à la présence de ses clients à travers le monde, quelles sont C'est les ça. zones qui sont susceptibles de solliciter des financements ou des opérations dans une telle ou telle devise et en fonction de cela, là, ils font des approvisionnements de comptes. C'est bien ça. C'est bien ça. Exactement. Sally vient de nous rejoindre. Elle nous avait perdu. Oui, désolé, j'ai eu un petit problème de connexion. On va dire c'est les réalités du terrain. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce que Mhm. tu as ajouté par rapport à ce qu'on est en train de dire? En fait, l'idée, quand tu parlais, tu as parlé de l'aspect compte en devise. Et c'est de là Mhm. qu'est parti le débat, en fait. Pour voir, en fait, Mhm. concrètement en quoi cela consiste. Donc, Audrey nous a expliqué la nécessité d'avoir un compte en devise localement pour pouvoir faire des opérations. Alors, donc, par rapport aux professionnels, est-ce que, est-ce que vous faites face à des risques avec les correspondants? Est-ce qu'il y a des risques? Euh, Risque. Déjà, je prendrais le premier risque, me mettant dans la position du correspondant bancaire. En tant que correspondant bancaire, vu que j'exécute les transferts reçus par mes clients, qui sont des banques, le premier risque, c'est la source des fonds qui sont transférés. Je veux dire, pour moi, c'est l'un des premiers risques aujourd'hui, c'est qu'une banque locale euh, reçoit un ordre de virement de son client en devise. Nous, banque correspondante, nous recevons le même ordre de par notre client qui est la banque locale. Donc, le premier risque, c'est de s'assurer que notre client qui est banque locale a bien fait les diligences nécessaires permettant de garantir une source claire de ces fonds, a fait toutes les procédures de due diligence et de contrôle interne. Aujourd'hui, on est dans un monde où on a une certaine traçabilité des flux qui est très demandée, surtout pour nos pays africains. On va dire, on est très vite indexé sur le contrôle de l'origine de nos flux. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un risque opérationnel. On va dire, c'est des opérations qui passent, hein, c'est des transactions, donc le délai de traitement, c'est très compliqué. S'assurer que l'ordre de virement est traité en temps, s'assurer d'une bonne qualité de service. Donc ça, c'est un risque opérationnel avec lequel nous dealons tous les jours. OK. OK. Est-ce que pour le choix de vos correspondants, est-ce qu'il y a des diligences particulières qui sont faites pour choisir de travailler avec tel ou tel correspondant? Tout à fait. Vous vous basez sur quoi? Qu'est-ce que vous regardez? Ouf, là, le processus est très long. OK. On va dire lorsqu'une banque locale veut ouvrir un compte en devise, donc à l'étranger, moi, en tant que correspondant bancaire étranger, j'ai une vraie procédure à respecter. Donc, notamment, m'assurer du système de contrôle interne qui est mis en place dans la banque, la politique compliance. Est-ce qu'il y a suffisamment d'équipes compliance pour gérer le volume de transactions qui nous sera transféré? M'assurer que les clients de cette banque commerciale sont connus par la banque commerciale. Parce que s'assurer vraiment que les comptes qui sont ouverts, la politique, on va dire, de Know Your Customer, qu'en tant que banquier qui est basique, le KYC est respecté. Parce que lorsqu'un correspondant bancaire exécute le transfert d'un de ses clients, il donne sa garantie que ce transfert-là respecte toutes les règles internationales. Donc, la procédure d'onboarding est très longue. Comme je l'ai dit, on va revoir les procédures internes, les process compliance. Aussi, l'actionnariat de la banque, c'est très important. Son année d'activité, on va faire un certain background check, désolé du franc anglais, mais bon, le métier de correspondant bancaire est bilingue, donc on a ce réflexe-là d'être très franc-anglais. Donc, faire un background check sur l'activité de cette banque, sur sa pérennité et aussi sur sa vision. Parce que ouvrir un compte de relation de correspondant bancaire engendre des coûts. Des coûts pour la banque qui ouvre ce compte. Comme je dis, aujourd'hui, le volet compliance prend énormément de part sur notre activité. Donc, les coûts qui sont supportés par les banques étrangères
en raison de ces ouvertures de comptes correspondants locales, on doit les justifier. Il faut justifier qu'une entrée en relation avec telle banque nous permettra éventuellement de générer tel revenu, et ce revenu-là nous permettra de couvrir tous les frais qui seront engendrés en termes de gestion opérationnelle, gestion de compliance, KYC, AML et tout ce qui suivra. D'accord, d'accord. Ça me permet d'aborder un autre point. Audrey va nous Je peux aider juste là-dessus. Audrey va nous... rajouter quelque chose. Ah, non, ok. D'accord, tu pourras ajouter ce que tu veux dire à travers le point que je vais partager. Alors, récemment, certains pays ont été mis sur la liste grise des GAFI, je crois. Est-ce que ça a un impact sur votre activité? C'est ce qu'en fait, j'allais dire, ça a définitivement un impact sur notre activité. Parce que comme Sally l'a dit, c'est vrai que on prend dans le sens où les banques locales ici ouvrent des comptes à l'étranger, donc en devises étrangères, en euros et tout ça. Mais on a aussi l'autre sens, c'est-à-dire les banques américaines, européennes ont aussi des clients ici en Côte d'Ivoire, dans la zone UEMOA et autres, dans la zone CEMAC et tout ça. Donc, lorsque, par exemple, ces pays-là vont vouloir ouvrir aussi des comptes ici, on fera le même process. Donc, pour ce genre de pays-là, par exemple, en fonction des process internes de chaque banque ou de chaque groupe de banques, enfin, voilà, il y aura des pays, entre guillemets, qui sont blacklistés. Désolée aussi du franc anglais. Mais par exemple, si la banque peut venir vouloir ouvrir son compte, tout est OK, niveau, enfin, la banque est solide et tout, mais par exemple, la banque est dans un pays, par exemple, qui est blacklisté, ou un pays qui a un risque pays assez élevé, ou un pays, tout simplement, enfin, les process internes disent, par exemple, on ne travaille pas avec tel ou tel pays. Donc, malgré l'appétit que tu peux avoir sur la banque, tu ne vas pas faire de business. Donc, comme Sally l'a dit, on est vraiment encadré par tout ce qui est compliance, par tout ce qui est conformité, pardon, par tout ce qui est conformité et tout ça. Donc, un pays, par exemple, qui est sur une liste GAFI, qui est, par exemple, sur des listes noires, on va dire, c'est assez difficile de faire du business. Donc, on est aussi drivé par ce genre de limites-là. C'est très bien noté. Alors, une question pour Sally. Tu as parlé de travailler, vous travaillez avec les États. Pour les entreprises, je comprends, mais pour les États, comment ça se matérialise? Donc, ça sera vraiment un volet de la correspondance bancaire que j'appelle financement à long terme. Donc, c'est un secteur d'activité que moi, par mon bureau en Afrique de l'Ouest et centrale, nous avons à Odo BHF. Donc, aujourd'hui, nous avons la possibilité de financer certains projets. Donc, les équipements qui interviennent dans des projets, des grands projets, hein, on va dire, comme vous voyez, des ponts qui sont construits, les équipements d'hôpitaux, les constructions de zones industrielles. Ce type de projets-là, qui sont en général backés par les États, donc qui sont couverts par les États, nous pouvons accompagner sur ce type de structuration-là. Et ça reste toujours un volet de la correspondance bancaire à Odo BHF, parce que je suis le premier point focal avec l'Afrique. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec les États. Est-ce que c'est particulier, c'est circonscrit à BHF ou est-ce que d'autres banques peuvent le faire? Je me suis fait comprendre? Non, je pense qu'en fonction de la volonté, en fonction de la... Oui, tu t'es fait comprendre, tu t'es fait comprendre. Ok, je pense qu'il y a un décalage. Ok. Donc, en fonction, on va dire, de la stratégie d'une banque, elle peut mettre en place ce service-là. On va dire sur la place ivoirienne, moi, j'ai bon, je ne vais pas les appeler les concurrents parce que je travaille avec eux, mais j'ai des partenaires avec qui nous allons sur ce type de transactions, qui sont aussi des correspondants bancaires. Alors, parce que pourquoi je pose la question, j'ai envie de dire que c'est le marché des banques locales. C'est le marché des banques locales. Mais quand les correspondants viennent financer des projets directement, voilà, moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est à BHF seulement ou il y a d'autres banques correspondantes qui peuvent offrir ce type de financement? C'est ça la question. D'accord. Est-ce qu'on m'entend correctement? Oui, on t'entend, on t'entend. OK. Donc, on n'est pas vraiment concurrent des banques locales sur ce secteur-là. Comme je l'ai dit,
En général, le financement long terme que les banques correspondantes proposent, pour la plupart, elles vont se focaliser sur un secteur clé qui est, on va dire, les équipements. OK. Je prends les banques européennes parce qu'il y a une vraie politique européenne en ce moment pour faire accentuer l'exportation de produits européens. Donc, les États européens, pour assister leurs banques et assister leurs entreprises locales, ont décidé, nous allons couvrir les banques lorsqu'elles financent des contrats d'exportation de biens locaux. Un exemple tout simple. L'État de Côte d'Ivoire, nous, par exemple, on a fait une transaction il y a quelques années de cela. L'État de Côte d'Ivoire, il y a des CHU. Donc, l'équipement de ces CHU-là était importé d'Europe. Cet équipement étant importé d'Europe, ça nous a permis, nous, Odo BHF et une autre banque allemande, de participer à ce financement parce que nous finançons que le contrat commercial et non toute la partie construction, réaménagement qui en général est faite par les banques locales. D'accord. Je pense que c'est bien compris. C'est bien compris que vous financez les États sur tout ce qui est équipement, sur des crédits d'investissement. Alors, ça rejoint la question des financements trade qu'on verra après. Alors, ici, pour boucler la boucle en ce qui concerne l'aspect correspondance, est-ce qu'il y a des formations spécifiques à faire? Est-ce qu'il y a des exigences spécifiques à respecter, une réglementation spécifique à respecter pour exercer ce métier? Bon, on peut poser la question à Audrey. Audrey, vas-y. Voilà, je dirais, comme tout métier de la banque, hein, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Moi, comme je l'ai dit dans ma présentation, j'étais contrôleur avant de venir faire la correspondance bancaire. Donc, je l'ai appris sur le tas, mais naturellement, il y a des certificats, il y a des, enfin, en toute chose, il faut se perfectionner. Donc, il y a des certificats qu'on peut faire, il y a des formations qu'on peut faire et tout, peut-être en finance. Ça dépend en fait du background de chacun. Si par exemple, tu as un background qui n'est pas forcément de la finance et que ça t'intéresse, il y a certains certificats que tu peux faire. Il y a aussi, Sally l'a mentionné, c'est très bilingue comme métier parce que tu es, comme elle a dit, tu es le pont entre les banques internationales et les banques locales. Donc, ce n'est pas tous les correspondants qui s'efforcent d'apprendre le français. Donc, c'est assez compliqué. Ou, par exemple, tu as une banque chinoise qui ne parle pas forcément le français, tu ne parles pas le chinois, c'est forcément l'anglais. Donc, faut être assez, en tout cas, s'exercer pour être quand même, pour se faire comprendre quand même en anglais, pour faciliter les échanges, en fait. Parce que tous les emails, tous les contrats, tous les calls se feront en anglais. Donc, je dirais, faut se former, il faut faire des certificats en fonction, voilà, du background de chacun. Très bien. Alors, ça me permet de poser une question spécifique à Sally. Sally, toi qui es responsable régional, aujourd'hui, quand tu recherches un candidat, qu'est-ce que tu regardes? Déjà, clairement, ça sera savoir s'il est bilingue parce que je fais tous mes entretiens en anglais. Ah. Parce que toute ma hiérarchie, je suis dans un groupe qui est international, donc la langue qu'on se parle tous dans le groupe, c'est anglais. Donc, peu importe si tu parles français, allemand, chinois, japonais ou espagnol, l'anglais est la langue des mails et des échanges. Donc, déjà, je fais tous mes entretiens en anglais. La deuxième chose sera le sens du relationnel. Parce que nous gérons des clients. Tu es le premier point focal entre les clients, les partenaires et ta banque. Donc, le sens du relationnel pour moi est clé. La rigueur, tu dois savoir de quoi tu parles quand tu parles à un client. Parce que tu représentes une institution, tu représentes une signature. Et tu représentes, moi, j'estime un métier. Donc, déjà, être très rigoureux dans ce qu'on fait et l'honnêteté. Je pense que l'honnêteté, c'est quelque chose pour moi, j'estime en tant que banquier, est clé. Donc, Très bien, moi, j'ai bien noté. c'est Anglais, relationnel, honnêteté, ok, rigueur. 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 Si je peux rajouter un dernier élément, il faut être vraiment très alerte en fait sur les informations dans le monde. Parce que, comme on a dit, on gère des clients internationaux. Donc, je dis, par exemple,
toute crise qui commence dans un pays affecte ton activité. Enfin, quand je parle de crise, crise politique, crise économique, crise sanitaire, tout ce que vous voulez. Si par exemple une banque se prend une amende conformité d'un gros montant qui fait par exemple qu'elle doit par exemple fermer telle ou telle filiale, ça compte, enfin, ça impacte ton activité. Donc, il faut vraiment être soit sur LinkedIn, en tout cas, tout ce que tu veux, tout canal qui peut te permettre en fait d'avoir des informations dans le monde, de savoir tout ce qui se passe dans le monde, dans tel ou tel pays, quelle banque ferme, quelle nouvelle banque ouvre et tout ça. Donc, il faut être vraiment alerte. Faut avoir les informations en temps réel. Il ne faut pas se laisser surprendre par les informations. C'est très important. C'est très bien noté. Une veille informationnelle, c'est très bien noté. Alors, euh, on vient de finir la première partie de cette intervention. Voilà. On va aborder l'aspect des produits trade. Trade, financement, commerce international, parce que c'est ça, en fait, la clé de ce qu'on est en train de dire ici. Voilà. C'est de comprendre, en fait, comment est-ce que les activités se financent d'un pays à un autre. Voilà, je pense qu'il y a pas mal d'exportateurs, importateurs qui sont connectés, qui nous suivent et qui suivront certainement cette conférence. Et voilà, donc, quels sont les produits que vous rencontrez dans le cadre de votre activité qui sont commercialisés par les banques? Pour un importateur, pour un exportateur, qu'est-ce qu'on a comme produit? Oui, Audrey, on continue avec Audrey. Avec moi, ok, d'accord. Donc, comme on dit, hein, le trade finance, c'est le financement du commerce international. Donc, on a tout type de produits. Tu auras, par exemple, des lettres de crédit, tu auras des remises documentaires, tu auras des garanties, tu auras des traites avalisées. En fait, c'est tout type d'instruments, on va dire, qui te permet de faire du commerce international. Donc, une fois qu'un produit sort d'un pays pour aller dans un autre pays, on parle déjà de commerce international. Donc, c'est tout type d'instrument qui te permet de financer cela sans forcément faire sortir de l'argent au départ. C'est-à-dire, ce sont des instruments qui te, assez sécurisés qui te permettront d'importer ou d'exporter ta marchandise. Parce que si on prend par exemple un exemple, si on prend un exemple, un, un importateur qui veut faire venir par exemple de la marchandise, il a l'habitude d'envoyer de l'argent à son fournisseur avant que son fournisseur ne lui envoie la marchandise. Si c'est un gros, enfin, de grosses quantités, ça va peut-être passer sur des bateaux, dans des conteneurs et tout pour arriver. Tu n'es pas forcément sûr de ce que tu vas recevoir. Donc, pour pouvoir sécuriser, c'est bien d'utiliser des instruments de trade finance. Au moins, lorsque tu reçois ta marchandise et que c'est conforme à ce que vous êtes dit, vous échangez des documents qui attestent vraiment que tu as commandé des chaussures rouges de pointure 36, tu as effectivement reçu des chaussures rouges de pointure 36. Là, maintenant, les banques font les paiements. Donc, c'est vraiment des canaux sécurisés qui te permettent d'acheter ta marchandise, d'importer ou d'exporter. OK, on aura l'occasion de revenir là-dessus de façon bien détaillée de qui fait quoi, parce qu'il faut qu'on comprenne ça. Voilà. Donc, vous intervenez dans la sécurisation des paiements internationaux entre deux acteurs. C'est ce que j'ai compris. Et voilà. Et en plus de cela, vous permettez de financer. C'est ça. OK. Donc, on a parlé de la lettre de crédit. On va retourner voir Sally. Sally, concrètement, le mécanisme de la lettre de crédit, par où il commence et comment est-ce qu'il se termine. Je ne sais pas si Sally est là. J'ai l'impression qu'on l'a perdu. OK, OK. Je regarde dans la salle. D'accord. Elle va nous retrouver certainement. Donc, il faut qu'on revienne étape par étape. Voilà. Sally est de retour. Sally est de retour. Sally, voilà. Oui, On avait une call pour toi. Vas-y, je t'écoute. Voilà. En fait, de façon pratique. Concrètement. Voilà. Comment une opération de lettre de crédit se déroule? Disons que on a un importateur.
en Côte d'Ivoire qui veut importer du riz depuis la Thaïlande. Je dis n'importe quoi, c'est un pays comme ça que j'ai pris par hasard. Concrètement, comment ça se passe? Qui fait quoi? Par où on commence et par où ça se termine? D'accord. Donc, un importateur, on va dire une compagnie locale ivoirienne décide d'importer du riz. Donc, lorsqu'il se rapproche de son fournisseur, on va dire c'est leur première transaction. En général, le fournisseur, pour être sûr que son paiement soit sécurisé et que la transaction est sécurisée, et même c'est dans les deux sens, hein, pour être sûr pour l'entreprise locale que le fournisseur va délivrer correctement le riz, ils vont demander une lettre de crédit. Dans la lettre de crédit interviendra donc l'entreprise locale, l'entreprise exportatrice donc qui est en Thaïlande. Ces deux entreprises ont chacune des banques. OK? L'entreprise ivoirienne se rapproche de sa banque locale lui disant « J'ai besoin d'émettre une lettre de crédit. Je suis en train d'importer tant de quantité de riz, on va dire 2 millions d'euros de riz. Je veux m'assurer que cette transaction soit sécurisée, que le fournisseur me livre bien la quantité de riz voulue et lui, il veut que son paiement soit sécurisé. Par la même occasion, j'aimerais aussi qu'il me permette que le temps que le riz soit livré, je n'ai pas de paiement à faire. » La banque locale va, elle, se rapprocher de sa banque correspondante. Prenons le cas Odo BHF. Aujourd'hui, moi, Sally, je reçois un de mes clients locaux, donc une banque locale, qui me dit « Sally, on a une lettre de crédit à émettre vers la Thaïlande. » Déjà, la première des choses, c'est de s'assurer que la banque du bénéficiaire, donc en Thaïlande, moi, Odo BHF, j'ai déjà des relations avec elle. Donc, nous sommes en échange SWIFT. L'échange SWIFT démontre que déjà, nous sommes d'accord sur les procédures compliance entre nous et que nous avons l'habitude d'échanger des transactions. Lorsque ce premier volet est confirmé, il y aura la mise en place de la lettre de crédit, donc le draft, on va dire le brouillon. La lettre de crédit ici peut être considérée comme un contrat. Ce contrat-là va définir les biens qui vont être importés, donc là, le riz. Celui qui demande la lettre de crédit, donc l'entreprise ivoirienne, cette lettre de crédit va mentionner la banque ivoirienne, va mentionner le destinataire, donc le bénéficiaire de cette lettre de crédit qui est l'entreprise thaïlandaise et sa banque bénéficiaire. Cette lettre de crédit va aussi définir la date à laquelle la lettre de crédit est mise en place. Si la lettre de crédit est mise en place le jour du départ du bateau, la date d'estimation du départ du bateau est mentionnée dans la lettre de crédit. Sera aussi mentionné le délai qui est donné pour le paiement de cette lettre de crédit-là. En fonction des denrées et des biens qui sont importés ou exportés, ces délais peuvent aller de 60, 90, 120, 180 jours, 200 jours. Donc, tous ces délais de paiement-là sont mentionnés. Ensuite, il y a le corps de cette lettre de crédit dans lesquelles toutes les conditions à respecter sont mentionnées. Éventuellement, le bateau arrive en Côte d'Ivoire, c'est déchargé, conforme que les biens, que le riz qui est importé, il est conforme à la commande, la quantité est respectée, la qualité est respectée, tout ça est mentionné dans cette lettre de crédit. Moi, Sally, en tant que banque correspondance, quand je reçois cette première ébauche de lettre de crédit, la première des choses, mon service opération va les revoir. Moi, déjà, je vais relire la lettre de crédit déjà pour voir le montant, pour essayer de comprendre un peu la transaction. Le service opération, donc il y a un service trade qui est mis en place dans toute banque correspondante. Leur spécialité, c'est de revoir les drafts de lettres de crédit, de s'assurer que ce qui est marqué dans cette lettre de crédit respecte les règles internationales de trade finance. Parce qu'il y a une réglementation internationale sur les dispositions qui sont à prendre dans un draft de lettre de crédit. Donc, eux, ils vont faire cette partie-là. Mon service compliance, lui aussi, va faire ses due diligence. S'assurer que la banque corporate, pas la banque, l'entreprise ivoirienne qui importe n'a pas de sanctions, n'a pas été flaguée par une nouvelle négative, n'a pas été sanctionnée internationalement,
on va faire le même diligence sur le bénéficiaire de cette lettre de crédit-là. Lorsque le compliance a fait sa part, que le service opération trade a fait sa part, ils me font à moi un retour, me disant, Sally, nous sommes confortables avec cette transaction. Si moi, Sally, j'ai la capacité et que j'ai confiance, j'ai une ligne de trade finance avec la banque déjà qui m'envoie la transaction, j'ai la capacité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas utilisé toute la ligne qui lui a été mise en place, je vais recevoir bon, ça serait un peu technique, hein, mais un MT700. Ce MT700-là, c'est la lettre de crédit. Lorsque je le reçois, je vais apposer une confirmation. Cette confirmation dit que Odo BHF s'engage à ce qu'à la fin de cette lettre de crédit, donc on va dire que elle commence, la lettre de crédit commence le 1er août, elle est censée expirer en janvier 2026, que le 1er janvier 2026, Odo BHF va régler cette lettre de crédit au fournisseur. C'est en là que le correspondant bancaire intervient parce qu'il apporte une certaine sécurité et une fiabilité dans la transaction. Donc, il protège autant celui qui initie la lettre de crédit que celui qui bénéficie de la lettre de crédit. Donc, ça demande, c'est pour ça que je dis rigueur et être très méticuleux parce que c'est un engagement que la banque prend. C'est que tu peux avoir une transaction de 2 millions d'euros, 3 millions d'euros et en général, les lettres de crédit, c'est des gros montants. Quand les montants sont petits, les gens préfèrent faire des transferts. Quand on met lettre de crédit, quand on initie une lettre de crédit, on commence en général à 500 000 euros et ça peut aller jusqu'à 120 millions d'euros. Donc, si j'engage, moi, ma banque à dire, OK, on prend cette transaction et on la confirme, c'est que moi, ça dit, je suis confortable que ma banque correspondante ici a la capacité d'avoir ses fonds sur son compte. Très bien, très bien. Alors, tu as parlé d'un aspect important, tu as parlé de l'aspect confirmation. Est-ce à dire que toutes les lettres de crédit sont confirmées? Si elles ne sont pas toutes confirmées, celles qui ne sont pas confirmées, comment ça se passe? Non, toutes les lettres de crédit ne sont pas confirmées. On peut juste être un relais. Un relais pour passer l'information parce qu'éventuellement, il n'y a pas d'échange entre la banque locale et la banque, on va dire, de Thaïlande. Donc, si nous, on a déjà l'échange de clés et qu'on les connaît déjà, on reçoit le message SWIFT et on leur transmet. Telle banque en Côte d'Ivoire a une lettre de crédit pour telle entreprise. Cette entreprise est votre client, donc on vous transmet le message et une lettre de crédit, mais cette lettre de crédit n'a pas besoin de confirmation. Très bien. Et justement, pour celles qui sont confirmées, les frais de confirmation sont supportés par qui? Le client ou le vendeur? Ça dépend du type de produit importé. En général, quand c'est les denrées comme le sucre, le riz, du blé, ça va être le client local, on va dire ivoirien, qui va supporter avec sa banque. Sa banque va lui appliquer une tarification. Moi, j'applique une tarification à la banque et sa banque lui applique une tarification. Pour des produits comme le oil et le gaz, en général, les frais de confirmation sont payés par la banque exportatrice, par l'entreprise exportatrice. Parce que c'est cette entreprise exportatrice qui dit, je veux une confirmation, vu l'ampleur du cargo, vu ce que je vais vous livrer, qui est très important, moi, je veux une confirmation de l'aide de crédit. Donc, en général, ces grands traders, eux, supportent les frais de confirmation, en fait, de la lettre de crédit. Ça dépend vraiment, ça dépend du type de transaction et de la négociation qui est faite entre les deux parties. D'accord. OK. On va retourner voir Audrey. Merci, Sally. Alors, Audrey, on entend souvent dire l'aide de crédit irrévocable, LC irrévocable. Concrètement, qu'est-ce que ça implique en fait? Pour chacune des parties, qu'est-ce que ça implique? En fait, je dis, si tu veux, c'est le niveau d'implication, sinon le niveau d'engagement, en fait, de chaque partie. Donc, ça veut dire que si la LC est arrivée à maturité, il faut la payer. C'est-à-dire, comme Sally l'a dit, c'est la banque qui s'engage. Donc, normalement, lorsque la LC arrive à maturité, il faut régler ces LC-là. Donc, il n'y a pas de discussion. Lorsque la LC arrive à maturité, il faut la régler. Alors j'essaie de comprendre. Deux partenaires se sont accordés de régler, on va dire, de faire un deal via LC.
Mhm. Est-ce que l'un d'entre eux est capable de se lever après et dire, bon, c'est bon, moi, je n'achète plus la marchandise et je me retire du deal, en fait. Voilà. Est-ce que c'est possible, en fait? Je ne sais pas si vous voyez la question que je veux poser. Alors, on va pas dire ça comme ça. C'est-à-dire, lorsque deux partenaires se sont engagés pour pouvoir Mhm, faire venir une marchandise, c'est mhm, que l'importateur a besoin de cette marchandise-là. Et mhm, lorsque normalement, comme Sally l'a dit, c'est un contrat avec tous les éléments dans le contrat. Donc, mhm, normalement, lorsque tous les éléments sont respectés dans le contrat, on est tenu de régler la LC. Mais il peut arriver que, par exemple, on ait des retards dans le règlement de la LC. Je vais prendre, par exemple, le cas des banques locales ici, qui ont des clients qui vont importer, par exemple, du oil and gas, comme Sally l'a dit. Très mhm. souvent, ce sont de très gros montants, souvent 100 millions d'euros, 150 millions d'euros, 80 millions d'euros, ça dépend. Et pour pouvoir les régler, il faut que la banque locale puisse se refinancer, prendre en fait des devises au niveau de la banque centrale ici. Parce que le marché UMOA ici est réglementé ici. De telle sorte que chaque banque commerciale doit rapatrier un certain nombre de devises à la banque centrale. Et une fois qu'on veut faire un paiement pardon, à l'international, la banque commerciale repart vers la banque centrale, en fait, pour pouvoir, euh, avoir les devises en question, pour pouvoir régler le paiement. Donc, pour pouvoir avoir ces devises-là, c'est tout un process. Très souvent, les banques locales s'y prennent tôt, souvent 2 semaines, 3 semaines avant. Il y a des documents qu'il faut déposer à la banque centrale, donc la BCAO, pour pouvoir récupérer les devises, pour pouvoir régler. Mais il peut y arriver qu'il y ait des délais. Donc, il y a par exemple un retard dans la réception des devises. Et on peut excéder normalement la date de maturité. Donc, pour éviter tout ça, c'est pour ça qu'il est important pour chaque banque locale d'avoir peut-être un service de correspondance bancaire sur place. C'est vrai qu'on a le département trésorerie, mais eux, enfin, sales, mais eux, ils sont focus sur leur paiement, leur traitement qu'ils font. C'est le service de la correspondance bancaire dans le département dans la banque. Et lorsqu'on a besoin, par exemple, de pallier à ce genre de cas-là, peut partir vers ses correspondants bancaires pour dire, par exemple, j'ai un paiement de 80 millions d'euros à faire, par exemple, le 24 septembre. Mais quand je regarde les délais de réception de ma devise au niveau de la Banque centrale, il pourrait que je ne paye pas à temps. Donc, est-ce que, par exemple, vous pouvez me faire des prêts? Donc, il y a ce qu'on va appeler des trade loans. Donc, par exemple, que les banques correspondants vont faire aux banques locales pour pouvoir régler la LC parce que ça t'engage. Une LC t'engage. Tu as dit que tu payes, tu dois payer à maturité. Donc, ça aussi, c'est un pan de la correspondance bancaire, c'est-à-dire en plus des comptes qu'on ouvre, en plus du trade finance qu'on fait, il y a certains prêts interbancaires qu'on peut prendre avec les correspondants bancaires pour pouvoir régler nos transactions le temps qu'on reçoive les devises de la banque centrale. Donc, certaines banques locales n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup de correspondants bancaires parce que souvent, ce sont les filiales de grands groupes qui vont les supporter dans ce cas-là. Mais pour des banques, par exemple, qui n'ont pas de grands groupes derrière, c'est important d'avoir un grand portefeuille de correspondants bancaires qui pourront vous supporter en cas de besoin, en fait, de devises pour pouvoir régler ce genre de gros paiements. Donc, D'accord. oui, Très bien expliqué, Audrey. Ça me permet de poser une autre question. Juridiquement, la banque dispose de combien de jours après l'échéance de la LC pour faire le paiement, pour éviter de payer des pénalités? Elle dispose de combien de jours? Si je peux me permettre, c'est qu'en fait, en général, Mhm, lorsqu'on fait le calcul même du temps d'expiration de la lettre de crédit, nous, en tant que banque correspondante, on calcule un délai qui peut aller jusqu'à 23 jours qu'on met dans nos livres. C'est-à-dire que si dans le contrat de la lettre de crédit, il est dit que la lettre de crédit doit expirer 24 septembre, moi, Sally, chez nous, on va calculer, on va ajouter les 23 jours de procédure, on va dire, qui laisse le temps de recours.
Donc, c'est-à-dire que moi, là, si je n'ai pas reçu l'argent à ce moment-là, du 24 septembre pour payer, j'ai les 23 jours qui coulent, ça permet de faire la procédure de recouvrement, mais aussi juridique s'il y en a besoin. Ça, c'est une règle internationale de trade finance. Je crois que c'est 3 semaines, c'est entre 3 semaines et 1 mois. C'est une bonne pratique qui est mise en place en général par le correspondant bancaire pour se couvrir. Après, je pense qu'en fonction du type de transaction, c'est régulé par différents régulateurs, en fait. OK. Alors, une autre question. Bon, nous qui sommes au crédit, souvent, il y a du mal, il y a une confusion qui règne, en fait. Voilà. Si à l'échéance de la LC, si le client n'a pas d'argent sur son compte, qu'est-ce qui se passe? Si quel client n'a pas d'argent sur son compte? Si le client importateur n'a pas d'argent sur son compte, il dit par exemple, il a ouvert une LC, il a une LC avec une banque X, et à travers cette LC, il a importé des marchandises qui devraient être payées dans 90 jours. Au terme des 90 jours, il n'a pas l'argent sur son compte, le client local. Qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, quand tu me dis client local, je vois donc l'entreprise locale. Oui, l'entreprise, c'est bien ça. C'est bien ça. La banque, avant de mettre en place la lettre de crédit, a des sûretés qu'elle doit mettre en place. Parce que, comme on le dit, une lettre de crédit engage. Parce qu'à la fin, la banque va payer. Donc, à la banque de savoir ce qu'elle a mis en place pour se protéger. Après, il ne faut pas qu'on oublie que les lettres de crédit, c'est vraiment du court terme. Donc, ceux même qui utilisent les lettres de crédit, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec ce genre de flux. C'est des gens qui savent que lorsque je reçois ma marchandise, dans 90 jours, je l'ai écoulée, j'ai mon entrée. Donc, c'est des clients qui comprennent un peu comment ça fonctionne. Donc, la banque, à elle aussi, met en place des sûretés pour pouvoir se couvrir. Parce que, comme je l'ai dit, moi, Sally, si le 24 septembre, on doit payer, moi, le 24 septembre, l'autorisation de débit est passée sur ton compte. En tant que banque. Donc, en tant que banque locale, toi, tu vois le débit sur le compte qui est au léger à auto BHF, moins tel montant. Sally Shérif a payé. Donc, maintenant, à la banque, si maintenant le compte est à découvert, soit c'est à toi et moi, on s'arrange, on essaie de voir quand éventuellement des pénalités. Comme Audrey l'a dit, il y a peut-être des trades loans à faire. En tout cas, tout est fait pour que chacun soit suffisamment sécurisé. Parce que, comme je dis, la lettre de crédit engage chacun. Et ce n'est pas un instrument que tout le monde utilise pour pouvoir, on va dire, se dédire à la fin ou dire non, finalement, je ne paye pas ou je ne suis plus d'accord avec ce contrat-là. C'est vraiment un outil qu'il faut bien comprendre avant de le faire. Il est très simple, mais il faut bien comprendre parce que ça engage les différentes parties. C'est très, très clair. OK, vas-y, Audrey. Voilà, très rapidement. Comme Sally l'a dit, il y a plusieurs, en fait, acteurs dans la lettre de crédit. C'est-à-dire l'entreprise qui vient ouvrir sa LC a un chargé d'affaires. Donc, normalement, le chargé d'affaires, il est chargé, si tu veux, de suivre le compte de son client et de lui rappeler, par exemple, que dans 2 mois, dans 3 mois, on a une LC à payer. Donc, lui aussi, il a sa part à jouer dans tout le processus de LC. Dans chaque banque, il y a des chargés d'affaires trade finance qui sont chargés de partir, enfin, de vendre les produits trade. Eux aussi, ils sont engagés avant même que ça arrive au niveau du trésorier qui doit payer. Donc, je veux dire, chaque acteur doit faire un follow-up, c'est-à-dire soit tu as un reporting qui te permet de savoir qu'à telle date, mon client doit payer tel LC. Donc, vu que tu surveilles son compte, tu commences à lui rappeler, soit maintenant, en fonction du type de client. Si, par exemple, le client est à sa première LC et que, par exemple, tu n'es pas à l'aise, tu peux lui demander une garantie. Là, maintenant, c'est interne à chaque banque locale, en fait. Par exemple, mettre un cash call, un montant que tu bloques ou dire ça, je bloque. Et au moment de payer la LC, au moins, je suis sûre que j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir régler ma LC. Parce que très important aussi, il y va de la réputation de la banque locale. Parce qu'une banque locale qui a une réputation de ne pas régler ses LC, tous nos correspondants bancaires se parlent. Donc, si Sally, en tant qu'auto-PHF, a 2-3 retards sur une banque donnée, elle va passer le mot à ses amis banques correspondants pour dire attention, il y a telle banque de la Côte d'Ivoire qui ne paye pas. Donc, au demain, si tu vas vers la banque pour vouloir ouvrir des lettres de crédit, ils vont te dire, par exemple, toi qui es
spécialistes des crédits, ils vont te dire, par exemple, je n'ai plus de ligne sur toi. Parce que, comme Sally l'a dit, pour pouvoir confirmer une lettre de crédit, c'est un risque que tu prends sur une banque. Donc, on met en place des dossiers, on met des trade lines, donc des lignes trade qu'on met en place pour chaque banque commerciale. Donc, si tu arrives un matin, on peut te dire, ah, finalement, je n'ai plus de ligne trade sur toi, donc je ne peux plus ouvrir des lettres de crédit. Et là, maintenant, tu es coincé. Donc, il y va vraiment de la réputation de tout le monde. Donc, il faut vraiment que chaque acteur dans le process de trade finance là joue sa part. Waouh, Et c'est très instructif. si je peux rajouter à ce qu'Audrey dit, c'est qu'il arrive même où les banques locales elles-mêmes décident de ne pas faire des lettres de crédit pour certaines entreprises parce qu'elles ont eu des problèmes de règlement à la fin et ça arrive. Ça arrive et quand c'est comme ça, même la banque correspondante est consciente que cette entreprise, à la fin, il y a eu un défaut. Et on se parle, c'est que le partage d'informations est tellement poussé qu'on ne partage pas que sur les banques locales, mais aussi sur une entreprise en particulier. C'est-à-dire que moi, je peux recevoir une lettre de crédit si on a déjà eu, si dans mon passé, j'ai déjà eu un incident sur ce bénéficiaire-là, sur cet initiateur-là, je vais dire à ma banque, à la banque locale, je ne sais pas pourquoi tu es confortable avec lui, j'espère que tu as suffisamment de garanties, mais moi, voilà ce qui s'est passé avec lui auparavant par une lettre de crédit. Donc, vraiment, je ne suis pas très confortable à confirmer cette lettre de crédit. Donc, on pousse vraiment le niveau de recherche beaucoup plus loin que la banque, que la banque. Parce qu'en général, dès que moi, je reçois une lettre de crédit, je regarde qui initie, je vois si j'ai déjà travaillé avec cet importateur-là. Ça, c'est la première des choses. Et si je ne le connais pas, je vais appeler les gens du réseau de banques correspondantes. Je vais appeler déjà les chargés d'affaires trade des différentes banques pour savoir, connaissez-vous tel importateur? S'ils me disent oui, bon, il est nouveau, je vais demander un peu, je vais faire un peu un background check pour être sûr qu'il est fiable. Wow. Et si je ne suis pas confortable, je vais dire à la banque locale, vraiment, ton client, je comprends, mais moi, je ne suis pas confortable aujourd'hui, donc je ne peux pas m'avancer sur cette transaction. Très instructif. Voilà, juste rajouter que pour ceux qui nous suivent, que les banques entre elles ont des dossiers les unes envers les autres. Voilà, tout comme tu as ton dossier à la banque aussi a le dossier de ses correspondants sur lesquels elle est à l'aise ou pas, en fait. Donc, en cas de défaut, on peut simplement annuler la ligne qu'on a de correspondance avec ce client-là. Voilà, Alors, une question. Est-ce qu'on peut avoir une LC dans un même pays? On peut ouvrir une LC pour une opération qui se déroule dans le même pays? Non, en général, on l'a fait à l'international. Hein. À l'international. C'est le même commerce international. C'est ça. Le même pays, c'est un transfert. Ça sera peut-être un mot de paiement différé qui est mis en place. Très bien, très bien. Et un autre élément, vous avez dit normalement les équipes trade qui font la vérification de la documentation, elles se limitent juste à la vérification de la documentation. Elles ne prennent pas la responsabilité de la qualité intrinsèque de la marchandise qui est importée. Comment ça se passe? Non, c'est pas à la banque de s'assurer de la qualité. Okay. Le contrat qui est défini, en fait, le contrat est rédigé par les différentes banques et on valide en fait pour voir si ce contrat-là respecte la réglementation internationale de trade finance éventuellement. Mais ce contrat-là est aussi validé par les deux entreprises. Hein. Donc, les entreprises qui sont part de cette lettre de crédit doivent être confortables à ce qui est marqué à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit que c'est un contrat qui engage. L'exportateur s'engage à délivrer une certaine qualité de produit. Et à la fin, le bénéficiaire, comment ça s'appelle? Celui qui reçoit s'engage à payer. Donc, en fait, lorsque la marchandise arrive, il sait quel contrôle il doit faire. Il sait quel contrôle il doit faire. Il sait que tout est mentionné dans la lettre de crédit. Et en plus de ça, il y a de la documentation même physique qui est des fois envoyée en plus. Hein. Il y a de la documentation physique qui est envoyée, oui. C'est très bien noté. Alors, on a assez parlé de la lettre de crédit. On va parler d'un autre produit dont tu as parlé, les garanties. OK? Les garanties. Comment ça se passe? Quels sont les types de garanties que vous offrez ou que vous couvrez dans le cadre de vos opérations? On va avec Audrey? Voilà. Donc, par exemple, on peut avoir des garanties pour soutenir, par exemple, des projets locaux. Des projets. Donc, on prend un exemple. Une entreprise qui veut soumissionner, par exemple, un projet de l'État. Donc,
dans les documents qu'on demande pour pouvoir soumissionner, il faut une garantie bancaire de bonne exécution, par Exécution. exemple. Exécution, exactement. C'est-à-dire, lorsque tu seras retenu, par exemple, pour construire tel pont, on veut une garantie de ta banque qui nous dira que lorsqu'on vérifie tout ce que tu as fait sur le pont, c'est conforme à ce que tu avais dit que tu devais faire normalement. Et ta banque s'engage à travers cette garantie-là. Donc, pour un client qui vient soumissionner, très souvent, c'est pas, il peut avoir des clients qui sont basés localement, mais il peut avoir aussi des clients étrangers, des entreprises étrangères qui viennent soumissionner, donc qui n'ont pas de compte dans une banque locale. Donc, pour ce faire, il faut avoir une garantie de sa banque, qui est peut-être aux États-Unis ou au Canada, je ne sais pas. Donc, pour pouvoir recevoir la garantie de la banque, là, il faut en fait, l'État a besoin d'une garantie d'une banque locale. Mais vu que lui, son compte est à l'étranger, chez sa banque étrangère, c'est là que va intervenir encore la correspondance bancaire. Donc, sa banque qui est aux États-Unis a besoin d'avoir un correspondant bancaire local, donc une banque locale avec laquelle elle travaille pour dire, par exemple, j'ai mon client qui doit soumissionner pour un projet, mais comme moi, je n'ai pas de représentation locale, je vais t'envoyer ma compte garantie par ta garantie que toi, tu feras localement pour pouvoir donner à mon client pour qu'il mette dans son dossier de soumission. Donc, lorsque toi, tu reçois la compte garantie de la banque qui vient par Swift, toi, tu es confortable parce qu'une fois que la garantie a appelé, toi, tu peux te retourner vers la banque étrangère qui t'a donné sa compte garantie. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, lorsque tu reçois la compte garantie par Swift, toi, tu émets une garantie locale et l'entreprise viendra dans tes locaux pour venir prendre la garantie. Donc, c'est un papier qu'on écrit, qu'on signe et tout. Donc, il prendra ça pour joindre à son dossier pour pouvoir soumissionner. Donc, j'insiste pour dire que c'est un produit très intéressant. C'est vraiment une niche de PNB que beaucoup de banques ici locales ne connaissent pas. Parce que pour pouvoir connaître ça, il faut avoir une panoplie de correspondants bancaires et parmi tes correspondants bancaires, il faut avoir des banques qui ont des clients qui demandent ce produit-là. C'est pour ça que c'est important d'avoir beaucoup de correspondants bancaires. Et tu vas également, c'est un produit en fait que tu vends. Tu vas vers tes correspondants bancaires pour lui dire, moi, je suis présent dans tel pays. Le jour où tu as besoin d'émettre localement une garantie bancaire, tu peux passer par moi, mon canal, et tu vas mettre tes taux, ton pricing en fonction du montant et tout. Donc, vu que tu es backé par la compte garantie de la banque, ça te fait du PNB dans ton produit trade. D'accord, c'est très bien noté. Alors, on est presque au thème de cette Je, partie. je peux juste rajouter un Oui, petit point. Donc, vas-y, vas-y. en dehors de garanties de bonne exécution, il y a aussi les garanties financières hein, qui interviennent dans certains types d'activités. On va dire, quand même une banque met en place une activité, on va dire, de teneur de titre. On est dans un marché qui est en train de vulgariser tout ce qui est compte titre. Pour avoir cet agrément, la plupart, quand ils vont vers le régulateur, on leur demande une garantie financière. Et pour cette garantie financière-là, ils se rabattent sur un correspondant international, en fait. Et moi, le correspondant international, ça peut être soit un correspondant international, soit ça peut être une autre banque locale qui leur donne cette garantie-là. Mais il faut une garantie qui confirme que si, on va dire, c'est peut-être 2 millions d'euros, 3 millions, en tout cas, je sais qu'il y a un montant défini et ils viennent vers nous. Nous, si on a une ligne à disposition pour eux pour faire cette garantie, on peut émettre ce type de garantie financière. Donc, j'ai eu à le faire par le passé, pas avec le BHF, mais mes précédents rôles. Et c'est quelque chose qui intervient, qui revient souvent. Je veux bien comprendre. Cette garantie financière, c'est une garantie locale ou c'est une garantie internationale? Je ne vais pas, citer les contemporains. On va dire, prenons le cas d'une banque locale, OK? Oui. Une banque locale qui est en train d'ouvrir une activité de teneur de titre, de conservateur de titre. Pour Mhm. avoir l'agrément de conservateur de titre, je ne sais pas comment ça se passe en ce moment, mais il fut un temps, devant le régulateur, il fallait prouver une garantie financière d'un certain montant. Et pour que cette garantie-là ait suffisamment de poids, ils venaient vers les banques internationales pour émettre cette garantie financière pour eux. OK.
D'accord. Est-ce que ces garanties-là diffèrent des SBLC dont on entend parler? Oui, c'est différent. C'est pas une SBLC. C'est vraiment une D'accord. garantie pour un secteur d'activité bien précis. Il y a la D'accord. SBLC, il y a vraiment. C'est vrai que la SBLC, c'est en vrai, comme elle a dit, c'est ce qu'on appelle contre-garantie. OK. La Donc, SBLC, dans c'est le une cas du projet, contre-garantie. dans le cas de la Voilà. garantie de bonne exécution, c'est une SBLC que vous Tout ouvrez. à fait, tout à fait. Bon, on va expliquer quand même à ceux comme nous qui viennent d'entendre ce mot-là. C'est quoi la différence entre LC et SBLC? C'est quoi la différence? La lettre de crédit, c'est un instrument entre un importateur et son fournisseur. C'est un instrument qui sécurise l'importation de biens et de services. Aussi simple que ça garantit un paiement à la fin. OK. La SBLC, c'est une garantie c'est une contre-garantie. Je préfère dire une garantie qui est émise sur une garantie locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai une banque locale qui émet une garantie pour une entreprise, disons, comme Audrey l'a dit, qui a un marché, pour se couvrir, parce que pour se couvrir, si elle ne connaît pas ce corporate-là, qu'elle se rapproche vers nous, moi, je vais émettre une seconde garantie. C'est ça qu'on appelle SBLC. C'est une contre-garantie, en fait, D'accord. Donc, on comprend que c'est une garantie de la garantie. internationale Tout à pour fait. couvrir une garantie locale. Tout à fait, c'est bien Dans ça. cela qu'on dit compte garantie. C'est ça. Waouh, c'est très bien, c'est très instructif. Alors, je ne sais pas si j'ai omis un des deux points, mais mesdames, vous allez me dire, avant qu'on ne passe au peigne fin, les questions qui sont dans le chat box, est-ce qu'il y a un commentaire particulier que vous voudriez partager? Mais avant même, je pense que on avait un point sur tout ce qui est perspective, OK? Sur les perspectives de votre métier. C'est vrai que la part de l'Afrique dans le commerce international est très faible. On a moins de 3% de part du marché. Voilà. Comment est-ce que vous voyez cette dynamique-là pour les prochaines années? Est-ce que vous pensez que l'Afrique a encore des marges de manœuvre? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont de nature à permettre à ce que cette activité-là se développe beaucoup plus sur le continent? Oui, je pense que aujourd'hui, on est un continent qui est en pleine expansion, en plein développement. Lorsqu'on voit le développement du secteur agricole, l'industrialisation, c'est tout ça qui augmente le niveau d'échange vers l'international. Donc, moi, je me dis, on est à 3% aujourd'hui, mais on va faire beaucoup plus. D'accord. OK. Très bien. Donc, je pense que ça passe aussi par l'éducation parce que ça permet au public de C'est découvrir en fait quels sont les instruments qui existent. Parlant ce que d'instruments, j'allais vous avez parlé de rappeler. Swift. Oui, tu vas revenir. Vous avez parlé de Oui, Swift. Swift, on va rapidement, Audrey va revenir sur le Swift. Tu vas revenir aussi sur la remise documentaire dont tu as parlé. On a parlé du crédit documentaire, mais pas de la remise documentaire. Suivre remise documentaire. Et puis un dernier point, j'ai vu passer autorisation de change. Voilà, ces trois mots-là, rapidement pour qu'on comprenne. Et puis on va passer à la section suivante. Swift, remise documentaire, et puis quoi, autorisation d'échange. C'est ça. Audrey. Donc, vas-y, Audrey. Euh, ok. Vas-y, vas-y, Donc vas-y. Le SWIFT, c'est juste un canal de communication entre deux banques. Donc, si vous voulez, c'est un acronyme, c'est enfin, Society Interbank Financial Telecommunication. Donc, c'est ça qui fait SWIFT en fait. S-W mentionné. Donc, ça fait SWIFT. Donc, chaque banque aujourd'hui a un code SWIFT qui est propre à elle. C'est-à-dire, même si c'est deux filiales d'un même groupe, les deux filiales n'ont pas le même code SWIFT. Donc, c'est à travers le code SWIFT que, par exemple, Auto BHF peut envoyer des messages à la Société Générale Côte d'Ivoire, par exemple, en utilisant le SWIFT. Donc, chacun va mettre dans le message le code SWIFT de chaque banque pour pouvoir, en fait, communiquer. Donc, c'est un canal de communication entre deux banques. Maintenant, tu as des messages SWIFT en fonction des... Enfin, Sally l'a dit tout de suite, il y a les MT700. Donc, les MT700, donc la classe 7, c'est pour tout ce qui est trade. Donc, Mm. lorsqu'on ouvre une lettre de crédit, la banque qui va ouvrir va faire un MT700 vers la banque pour dire j'ai ouvert ma lettre de crédit avec toutes les conditions. La banque qui confirme, donc la banque correspondante va vérifier. Lorsque c'est bon, lorsqu'elle confirme, elle fait un MT710
pour dire que j'ai confirmé. Après, bon, donc la classe 7, c'est le trade. Après, tu as la classe 1, par exemple, les MT-103. Donc, ça, par exemple, ce sont des transferts que toi et moi, nous faisons. Donc, ce n'est pas pour des entreprises, ce sont des transferts d'un particulier à un autre particulier. Par exemple, tu veux envoyer de l'argent à ton enfant qui étudie en France. Lorsque tu remplis ton bordereau de virement que tu déposes dans ta banque locale, la banque locale fera un MT-103 avec toutes les informations, avec la banque, le numéro de compte de la, de la personne qui doit recevoir et tout ça. Donc, c'est vraiment, si vous voulez, comme j'ai dit, un canal de communication entre deux banques et il y a des messages. Donc, en fonction des codes messages, ça veut dire telle ou telle chose. Donc, pour faire simple, en fait, c'est le groupe WhatsApp des banques. T'as tout compris. Tu as tout compris. C'est le groupe WhatsApp des banques. D'accord, c'est bien noté, c'est bien noté. Et la remise documentaire? Remise documentaire, c'est un service en fait où la banque joue le rôle de facteur sécurisé. On va dire aujourd'hui, la banque reçoit des documents de par son client qui doit remettre à un exportateur. Donc la banque sert comment ça s'appelle? De transfert, de moyen de transfert entre les deux parties pour sécuriser en fait ce transfert de documents. D'accord, très bien. Dernier point, autorisation de change. Autorisation de change, c'est l'autorisation que la Banque centrale donne pour avoir des devises, si je ne me trompe pas. C'est vrai que j'ai un passé C'est ça. des OIM, mais je pense que c'est ça. C'est ça. Par De exemple, marché, c'est ça. pour un client local, on va dire, qui veut faire des transferts à l'international, donc les documents qu'on demande à remplir, c'est le FINEX, je pense. Tu dois remplir, en fait, c'est juste un document que tu remplis pour te dire que tu as l'autorisation de faire le transfert. Donc, c'est une autorisation de change, tout simplement. OK. Elle est émise par qui? Elle est approuvée par qui? Par le ministère? C'est... Oui. Bon, après, ça dépend de l'organisation de chaque banque. Par exemple, la banque dans laquelle, dans notre banque, dans la banque où j'étais, par exemple, chaque semaine, il y a quelqu'un qui est chargé de collecter tous les finesses qui ont été remplis, par exemple, pour l'envoyer au ministère pour pouvoir avoir les autorisations et les ramener pour les inclure dans les dossiers des clients. Donc, oui, c'est par le ministère. D'accord, OK, c'est bien noté. Alors, merci. On va clore cette session et puis regarder dans le chat box les questions qui ont été posées et se prêter à cet exercice de réponse aux questions. Alors, quand je regarde rapidement, on va voir les questions. OK, je pense que quels sont les risques liés à la correspondance bancaire pour la banque locale et pour les correspondants? On a parlé de ces risques et on a parlé de tout ce qui est conformité, on a parlé de tout ce qui est réputationnel, on a parlé de tout ça en fait. Voilà. C'est vraiment la conformité. C'est ça. Quelles sont les différentes conditions pour une banque locale pour l'ouverture d'un compte en devise auprès d'un correspondant? Oui, ça c'est une bonne question. Quelles sont les conditions à remplir par une banque locale qui souhaite ouvrir un compte en devise auprès d'un correspondant? Et vice-versa aussi. On a des banques qui font avec eux. Si je peux me permettre. Donc, je pense que chaque banque correspondante a ses critères. C'est ça. Il y aura des banques qui vont dire, eux, ils travaillent qu'avec le top 5 ou le top 10 de chaque pays. Il y a des banques qui auront une stratégie d'être beaucoup plus ouverts sur le portefeuille bancaire d'un pays. Il y a des banques qui font le choix de travailler qu'avec des banques régionales. Il y a des banques qui font le choix de travailler aussi avec des banques locales. En fait, en dehors de la pratique volet compliance, chaque banque a ses critères. Que ce soit en termes de revenus, que ce soit en termes de target de clients. Bon, je vais donner un exemple tout simple. Hein. Il y a des banques locales ici en Côte d'Ivoire qui ne prennent pas certains types de particuliers parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le niveau de salaire qu'ils veulent. Ça, c'est un critère. Et c'est vraiment comme ça que chaque banque correspondante essaie de se trouver une place sur le marché. Et ça fait qu'on ne se... Désolé mon langage, mais on ne se marche pas sur les pieds parce que chacun sait quelle est sa stratégie, qu'est-ce qu'il adopte en fait. Chacun nage dans son couloir. Chacun nage dans son couloir, tout à fait. D'accord, c'est bien noté. OK, la question a bien été adressée. La prochaine question, pouvez-vous nous confirmer le rôle de la Banque centrale dans le mécanisme de correspondance, surtout pour les entreprises qui souhaitent payer les fournisseurs à l'étranger?
est-ce qu'il y a des restrictions réglementaires? Je pense que la question a été abordée, mais Audrey, je ne sais pas, tu peux revenir là-dessus? Voilà, donc la Banque centrale joue le rôle de régulateur en fait au niveau de toutes les banques locales. Donc on a par exemple des niveaux de rapatriement de devises qu'on est obligé de faire à la Banque centrale. Donc chaque banque, les banques commerciales ici n'ont pas le droit de garder des devises à partir d'un certain pourcentage. Je pense que c'est Ouais. 80% rapatriement. Si 80%, c'est bien ça. c'est ça, 80%. Maintenant, au moment de régler un fournisseur à l'extérieur, tu repars vers la même banque centrale chez qui tu avais déposé les devises pour dire c'est un peu truc, mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu reçois les devises, tu leur donnes. Lorsque tu en as besoin, tu repars vers la banque centrale pour dire j'ai besoin de faire tel paiement. Tu mets tous les documents. Donc, par exemple, si c'est un trade finance, enfin une transaction de trade finance, tu mets toutes tes informations, tu mets le montant. Et maintenant, la banque centrale va te permettre d'avoir ces devises-là pour pouvoir régler ton fournisseur à l'étranger. Donc, c'est vraiment ce rôle de régulateur-là que joue la Banque centrale. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, parler de transfert, est-ce que vous avez transféré? OK. Sally a parlé de transfert pour des montants de 500 000 euros. Est-ce que c'est possible de transférer de l'argent à un fournisseur que l'on ne connaît pas? Sally a précisé, le transfert, pour le transfert, c'est basé sur une relation qui existe déjà entre le client et son fournisseur. Voilà, en général, quand ils ne se connaissent pas, ils vont utiliser les moyens tels que les lettres de crédit. Tout Voilà, à donc, fait. dans tous les cas, il y a une relation de confiance qui existe. Mm. Si le montant est justificatif, indicatif, c'est possible. OK, je pense qu'il y a quelqu'un qui répondra à la question. Quels sont les avantages, sinon, quel est l'avantage, sinon le plus avantageux entre le trade loan et la ligne de découvert? En tant que banquier, ben ça va dépendre. En général, les banques, entre elles, les lignes de découvert sont très, tout comme celles qu'on accorde aux clients, hein, ce sont des montants qui sont faibles parce que le découvert, c'est le crédit le plus risqué pour la banque, en fait. Voilà. Donc, C'est on ça. préfère, dans la mesure du possible, l'éviter. Et le trade loan, si je peux rajouter, le trade loan est basé sur une transaction commerciale. Donc, il est backé par une lettre de crédit. C'est que Comme c'est dit, oh, pardon, quand vas-y. on décaisse de l'argent via un trade loan, ce trade loan est justifié par la documentation d'une lettre de crédit. Et la banque nous justifie, nous explique, oui, j'ai besoin de ce trade loan-là parce que sans doute que j'ai déposé ma documentation à la banque centrale, mais je n'ai pas encore eu mes devises. C'est vraiment backé à la lettre de crédit. C'est ça. Et c'est même, je veux dire, le nom même le dit trade loan. Donc, c'est pour faire du trade. Je prends un prêt pour faire du trade, tout simplement. Si ça peut faciliter la compréhension. Quand C'est on le ça. découvert, on met un montant, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais comme tu l'as dit, très souvent, c'est très faible. Tu n'auras pas C'est une ça. banque qui te mettra 100 millions d'euros en découvert ou Mm. 50 millions d'euros en découvert. Franchement, c'est surréaliste. Effectivement, effectivement. Alors, tout comme on dit découvert, il n'y a pas de couverture. Donc, c'est- ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, voilà, on a parlé des avantages. Sally et Audrey, c'est quoi les incoterms? Les incoterms, comme on le disait, hein, c'est le Swift, c'est le WhatsApp, c'est le groupe. C'est ça, non? Non, les incoterms ne sont pas forcément liés au Swift. Ouais. Non, les incoterms ne sont pas forcément. Il y a les incoterms, en fait, qui sont des règles. Ça s'appelle International Commerce Term. Donc, c'est les règles internationales qui régissent, en fait, l'activité internationale. C'est défini par le ICC. Et en fait, dans les Swift de l'aide de crédit, il y a des termes qui reviennent souvent, en fait, comme Bill of Lading. En fait, ça définit qui paie le transport, qui s'occupe des formalités douanières. En Et fait, il y a vraiment, c'est des termes qui se retrouvent dans tout Swift. Un truc tout simple, par exemple, on va voir marqué en termes d'assurance, lorsqu'il y a une assurance sur une lettre de crédit, le CIF. Le CIF, c'est Cost, Insurance and Freights. En fait, ça définit qui paie l'assurance. En fait, c'est un langage type de trade, dans le trade finance, en fait, qui se retrouve dans chaque et qui est uniformisé. C'est très bien, c'est bien noté. Alors, on retourne voir les questions. Il nous reste 5 minutes.
est-ce que la législation actuelle en matière de LCB, FT vous freine-t-elle dans vos objectifs commerciaux? Oui, je pense qu'on a abordé le point de l'impact de la réglementation sur l'activité de la correspondance bancaire. Voilà. Je ne dirais pas que ça freine, mais c'est un élément Non, important. je veux dire, ça freine un peu rapidement. Et en fait, ça diffère d'une banque à une autre en Tout fonction à fait. comment on dit ça? Des risques qu'elle est prête à Des prendre. risques, merci, des risques que chaque banque, par exemple, met en place. Si, par exemple, moi, j'ai changé de banque, donc il y a des correspondants bancaires avec lesquels je travaillais dans la banque où j'étais. Aujourd'hui, on ne travaille pas, on ne travaille plus parce que, par exemple, ici, on estime que telle ou telle banque est peut-être est dans un pays qui est risqué ou est dans un pays avec lequel, par exemple, on ne fait pas du tout de business. Donc, ça drive vraiment, tu veux, ça conduit ton business. Donc, c'est vraiment, ça a de l'impact sur ton activité. OK. Il y a une question sur le rapatriement. Je pense que tu l'as abordé également. Il y a une instruction de la BCAO qui dit que voilà, pour toutes les exportations, toutes les recettes d'exportation, il faut que la banque rapatrie 80% du montant de ces recettes, du fruit de ces recettes en devises-là, sur son compte au niveau de la BCAO. De manière pratique, juste 2 secondes. Vas-y. Ici, l'économie est basée sur l'agriculture. On sait ici qu'on vend le cacao. Il y a des périodes dans l'année, par exemple, on dit c'est la grande saison, la petite saison pour pouvoir vendre le cacao. Donc, pendant cette période-là, les banques vont faire beaucoup de recettes d'exportation parce que les agriculteurs ici, les coopératives et autres vont vendre le cacao et les clients étrangers vont acheter. Donc, ça fera beaucoup de devises, soit en euros, soit en dollars et tout. Donc, c'est cette recette d'exportation-là que la banque locale est tenue de rapatrier. Enfin, un exemple, sinon, on a d'autres recettes d'exportation, mais c'est vraiment, très souvent, c'est pendant la grande période de vente de cacao, d'anacarde, tout ce que vous voulez, qu'on a vraiment de grosses recettes d'exportation. Et la banque est tenue de rapatrier 80% de toutes ces recettes d'exportation, en fait, au niveau de la banque centrale. Et Très bien. lorsque la banque ne le fait pas, elle peut avoir des sanctions. Donc, c'est Très bien. pas légal de garder. Donc, quand on dit les recettes, ce n'est pas les recettes de la banque. C'est parce que la banque a servi d'intermédiaire pour encaisser ces devises qu'on lui demande de rapatrier. C'est ça, exactement. Voilà. Il nous reste 2 minutes, on a fini. Je tenais à vous dire infiniment merci, merci du fond du cœur. Merci d'avoir accepté de nous partager cette quantité énorme d'informations en si peu de temps. Merci, merci, merci à vos différentes institutions qui ont permis que cela soit possible. Merci à nos participants. Merci, vous avez tenu, vous êtes 110 personnes à être connectées à cette conférence-là. Merci, merci. J'espère que vous avez appris. L'enregistrement sera disponible sur les différentes plateformes de M3 Finance. N'hésitez pas à partager. Cette formation a été faite à titre communautaire dans le but de vulgariser le plus largement possible tout ce qui est lié à la finance. Comme vous le savez, je suis passionné et j'aime ce que je fais. Je vous encourage. Merci, merci, merci et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci. Merci.